And it should not only be European taxpayers who bear the brunt of this. This is Russia's war, and it is Russia that should pay. Voilà ce qu'a déclaré la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, dans son grand discours sur l'état de l'Union la semaine dernière. Et sans surprise, l'Ukraine a été au cœur du débat. Le point central, l'argent. Car l'an prochain, l'Ukraine devra combler un déficit budgétaire d'environ 8 milliards d'euros. C'est une somme énorme et les pays de l'UE discutent donc de nouvelles façons de maintenir les financements. Et une idée revient encore et encore. Près de 200 milliards d'euros d'actifs russes gelés juste après l'invasion à grande échelle de Moscou en 2022. La question est simple. Peut-on vraiment les utiliser ? Bonjour tout le monde, je m'appelle Paul et voici l'UE simplifié. Dans cette vidéo, nous allons voir ce que sont exactement les actifs russes gelés, comment la Commission veut désormais les transformer en argent pour l'Ukraine, et bien sûr, notre avis tout à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti. Quand la Russie a lancé son invasion à grande échelle de l'Ukraine en février 2022, l'UE a réagi très vite. L'une des premières mesures a été de geler près de 200 milliards d'euros d'argent russe déposés chez Euroclear, qui est un immense centre financier à Bruxelles. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Avant la guerre, la Banque centrale russe achetait pour des milliards d'obligations d'État émises par des pays comme les États-Unis, l'Allemagne ou la France. En d'autres termes, elle prenait de l'argent à ces pays en échange de paiements d'intérêts réguliers et sûrs. Puis, au bout d'un certain temps, ce capital était remboursé. C'est quelque chose de tout à fait normal pour les banques centrales du monde entier et on appelle ça des réserves de change. C'est en fait une obligation au trésor. Mais quand la Russie a envahi l'Ukraine, l'UE a imposé des sanctions et a dit « on gèle ». Cela ne voulait pas dire confisquer ou saisir les 200 milliards. Les obligations sont toujours là et appartiennent encore juridiquement à la Russie. Sauf que Moscou n'y a plus accès, ni aux intérêts, ni au remboursement du capital. Et en fait, il y a une confusion très courante à ce sujet. Beaucoup de gens ont cru que les 200 milliards d'euros correspondaient uniquement à l'argent des oligarques. Donc les yachts sur la Riviera, les maisons de luxe à Londres, les comptes en Suisse, les jets privés et ainsi de suite. Mais ce n'est pas le cas. Ces actifs existent et ils ont eux aussi été gelés. Mais au total, ils valent seulement environ 20 milliards d'euros dans toute l'UE. Ça reste une somme importante, mais rien à voir avec les près de 200 milliards de fonds publics russes qui dorment tranquillement à Bruxelles. Alors pourquoi ne pas tout simplement saisir ces 200 milliards d'euros et les envoyer directement à Kiev ? Eh bien, il y a deux problèmes. Premièrement, cet argent appartient toujours légalement à la Russie. Le geler est autorisé par le droit européen en matière de sanctions. Mais le confisquer purement et simplement, c'est toute une autre histoire. Le droit international et même la plupart des constitutions européennes protègent à la fois la propriété privée et les avoirs d'État. Si l'UE décidait soudainement d'enfreindre cette règle et de prendre les réserves d'un autre pays, cela créerait un précédent dangereux. D'autres États pourraient paniquer et retirer leurs réserves d'Europe. Cela nuirait à la réputation de l'euro comme monnaie sûre pour placer son argent et pourrait ébranler la confiance dans le système financier européen. Deuxièmement, il ne s'agit pas de billets de banque stockés dans un coffre. Ce sont surtout les obligations d'État, autrement dit des prêts que la Russie a accordés à des pays comme l'Allemagne ou les États-Unis. Ces prêts ne sont remboursés qu'à l'échéance de l'obligation, ce qui peut prendre des années. Et en attendant, l'argent est bloqué, rapportant seulement des intérêts. Donc même si l'UE voudrait mettre la main sur l'intégralité des 200 milliards, elle ne pourrait pas. La plupart de ces fonds sont engagés dans des investissements à long terme. Mais l'UE a trouvé un moyen de rendre cet argent utile à l'Ukraine. Et c'est là que ça devient un peu technique, donc laissez-moi vous expliquer ça avec un exemple. Imaginons que la Russie ait acheté en 2020 une obligation d'État allemande de 10 milliards d'euros, arrivant à échéance en 2025. Voilà comment ça marche. En 2020, l'Allemagne reçoit les 10 milliards. Chaque année, jusqu'en 2025, l'Allemagne verse les intérêts. Disons 3%, soit 300 millions d'euros par an. Et en 2025, quand l'obligation arrive à échéance, l'Allemagne rembourse les 10 milliards. Normalement, tous ces paiements, les intérêts annuels et, à terme, les 10 milliards, iraient directement sur le compte de la Russie. Mais à cause des sanctions de l'UE, ce n'est plus possible. L'argent est donc déposé à la Banque centrale européenne pour le compte d'Euroclear. Et il attend. On ne sait pas exactement combien de réserves russes gelées sont déjà transformées en liquidités à la BCE. Mais même avec une estimation prudente, disons 40%, cela représente déjà environ 80 milliards d'euros. Et souvenez-vous, ce montant augmente chaque année, à mesure que les obligations versent leurs intérêts et que d'autres arrivent à échéance. Évidemment, l'argent qui dort à la BCE ne reste pas inactif. Il génère lui aussi des intérêts. Et là, même problème. À cause des sanctions, ces intérêts ne peuvent pas être versés à la Russie. C'est pourquoi, en 2024, l'UE a pris une décision. Les profits générés par les intérêts des réserves russes gelées seront collectés et redirigés vers l'Ukraine pour financer l'achat d'armes, d'aide humanitaire et la reconstruction. Et voici le point essentiel. Tout cela reste parfaitement conforme au droit européen car les 200 milliards d'euros de capital ne sont pas touchés. Seuls les intérêts qui s'accumulent par-dessus sont utilisés. Mais est-ce que les choses sont en train de changer ?
with the cash balances associated to these Russian assets, we can provide Ukraine with a reparations loan. The assets themselves will not be touched, and the risk will have to be carried collectively. Ukraine will only pay back the loan once Russia pays for the reparations. Bon, c'est un peu compliqué. Alors laissez-moi vous l'expliquer. La nouvelle idée, c'est la suivante. L'argent accumulé à la BCE serait échangé contre des obligations européennes à taux zéro. Euroclear, qui détient les actifs russes gelés, remet le cash et en échange, il reçoit des obligations européennes sûres, garanties par les 27 États membres. Dans les comptes d'Euroclear, ces obligations remplacent désormais l'argent russe en tant qu'actif gelé. Pendant ce temps, la Commission repart avec l'argent réel. Et que se passe-t-il ensuite ? Ce cash est envoyé à l'Ukraine sous la forme de ce qu'ils appellent un prêt de réparation. Et l'astuce politique, c'est ça. Il n'y a pas d'intérêt à payer. Et l'Ukraine ne doit le rembourser que lorsque la Russie versera ses réparations de guerre. Si la Russie paye, l'Ukraine règle le prêt. Simple. Mais si la Russie ne paye jamais, alors les garanties s'activent et le risque retombe sur les États membres de l'UE. Et soyons honnêtes, si la Russie ne paye pas, le débat reprendra de plus belle. Est-ce qu'on respecte les règles actuelles ou ce sont les contribuables européens, via les garanties des États membres, qui devront couvrir le remboursement des obligations ? Ou bien l'UE franchit-elle une nouvelle ligne ? Car à ce moment-là, les dirigeants pourraient décider d'aller plus loin et de confisquer directement une partie des 200 milliards d'euros de capital pour couvrir les coûts. Et voici ce que j'en pense. Je comprends les risques d'une confiscation pure et simple des fonds. Cela crée un précédent et ce n'est pas à prendre à la légère. Mais pourquoi ne pas lier cela à des conditions claires ? Par exemple, la Russie a déjà envoyé des drones en Pologne, un véritable acte de guerre contre l'UE et l'OTAN. Et à chaque fois que ça arrive, cela coûte des millions rien que pour faire décoller nos avions et les abattre. Alors pourquoi ne pas poser des exigences ? Par exemple, si la Russie viole à nouveau le territoire de l'UE ou l'OTAN, on confisque 20% de ses actifs gelés et on les investit directement dans plus d'armes pour l'Ukraine. Si la Russie frappe des civils avec des missiles et des drones, on en saisit une autre partie et on la met dans la défense aérienne. Parce qu'au fond, soyons réalistes, cette guerre coûte des milliards aux contribuables européens. Et oui, personnellement, je suis d'accord pour que notre argent serve à l'Ukraine. Mais cette guerre, c'est la Russie qui l'a déclenchée. Et c'est à la Russie d'en payer le prix. Quant à la France, cela permettrait de financer l'Ukraine sans aggraver notre problème de dette. Mais il faut le faire avec nos alliés européens, sinon la note de crédit française pourrait encore baisser. C'est un vrai compromis, mais l'inaction pourrait nous coûter encore plus sur le long terme. Quant au nouveau montage complexe de la Commission, s'il permet de faire avancer les choses et de rallier les États membres les plus sceptiques, alors très bien. Mais tôt ou tard, l'UE devra trancher la question fondamentale. Allons-nous réellement saisir les actifs russes gelés ou pas ? Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour plus de contenu. À la prochaine!